Comment une voiture autonome fait-elle pour percevoir son environnement alors qu'elle n'a pas d'yeux et pour prendre des décisions alors qu'elle n'a pas de cerveau? Pourquoi parfois elle bug, entraînant des accidents mortels, et comment éviter ça dans le futur? Pourquoi Elon Musk et Tesla ont décidé d'utiliser des technologies complètement différentes par rapport à leurs concurrents, et est-ce que ces technologies sont vraiment plus prometteuses? Bref, comment fonctionne une voiture autonome? C'est exactement la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors déjà, quand on parle de véhicules autonomes, il faut savoir de quoi on parle, parce qu'il existe plusieurs niveaux d'autonomie. En fait, pour être précis, le niveau d'autonomie va de 0 à 5. Au niveau 0, la voiture ne fait absolument rien toute seule. Le conducteur contrôle tous les paramètres de conduite. Au niveau 1, la voiture commence à faire quelques trucs toute seule, mais dans un seul axe, soit en avant et en arrière, soit à droite et à gauche. Comme par exemple avec un régulateur de vitesse qui permet de confier une partie de l'accélération au véhicule. Au niveau 2, les systèmes d'aide à la conduite peuvent contrôler la voiture à la fois à gauche et à droite et en avant et en arrière. Comme par exemple avec un système qui gère la vitesse et la direction pour garer automatiquement la voiture. Au niveau 3, le conducteur a enfin le droit de quitter la route des yeux. Il pourrait par exemple manger un sandwich pendant que la voiture conduit toute seule dans les bouchons. Par contre, la voiture peut à tout moment l'alerter en lui disant de remettre les mains sur le volant, comme si le trafic se fluidifie par exemple. Donc le conducteur doit toujours être prêt et attentif. Au niveau 4, la voiture est vraiment autonome et le conducteur n'a plus du tout besoin d'être attentif. Il pourrait faire une petite sieste dans la voiture, mais seulement sous certaines conditions, comme par exemple seulement sur l'autoroute ou seulement s'il fait beau. Enfin, au niveau 5, la voiture est complètement autonome sur toutes les routes et peu importe la météo. Elle peut se déplacer en ville, laisser passer les piétons, s'arrêter devant les feux rouges, adapter sa vitesse aux panneaux de signalisation. Bref, elle est capable de conduire par elle-même en toutes circonstances. Aujourd'hui, par exemple, les Tesla sont plus ou moins au niveau 3, mais elles risquent rapidement de passer au niveau 4 et même au niveau 5. Et en réalité, si les voitures complètement autonomes tardent à arriver sur le marché, c'est surtout à cause des lois et des législations. Mais ça, je t'en parlerai beaucoup plus en détail dans la prochaine vidéo. Donc pense à t'abonner et à activer la petite cloche des notifications si tu veux pas louper ça. Et donc, comme je te le disais, ce niveau 5, c'est un peu le Graal que veulent atteindre tous les constructeurs. Mais du coup, concrètement, ils comptent s'y prendre comment? Eh ben déjà, il faut collecter toutes les informations nécessaires à la conduite, avec énormément de capteurs, des caméras, des radars, des lasers ou même des ultrasons. Par exemple, si la voiture arrive à rester toute seule au centre de sa voie de circulation, c'est grâce à une caméra placée au niveau du pare-brise qui détecte les lignes blanches au sol. Mais il y a aussi plein d'autres caméras qui peuvent repérer les formes et les couleurs, pour lire les panneaux de limitation de vitesse, pour identifier les voitures, les vélos, les piétons, etc., etc. Le problème des caméras, c'est que si par exemple il fait nuit, qu'il y a du brouillard ou trop de soleil, leur champ de vision est limité. C'est pour ça que la majorité des constructeurs intègrent aussi des lidars, qui sont des lasers qui vont cartographier l'environnement à 360 degrés autour de la voiture. Et en plus de remplacer certaines fonctions des caméras quand il fait moche ou nuit, les lidars permettent aussi de mesurer précisément la distance qui sépare la voiture des autres véhicules et les obstacles potentiels. Souvent, ces mêmes informations sont aussi captées par des radars, qui contrairement aux lidars, permettent de détecter des objets même s'il y a de fortes pluies, et qui permettent de faire ce que l'on appelle de la redondance d'informations, mais qui par contre sont incapables de voir de petits objets. En fait, contrairement aux radars qui utilisent des ondes radio ou encore aux sonars qui utilisent des ondes acoustiques, le lidar va envoyer une onde lumineuse infrarouge ou ultraviolette qui va rebondir sur les objets autour d'elle pour revenir à son point de départ. Étant donné que la lumière est constante, il suffit au capteur d'effectuer un calcul très simple pour comprendre la distance de ces objets. Et vu que le lidar envoie des millions de points de lumière par seconde, il est aussi capable de détecter la forme de ces objets et donc de différencier d'un arbre par exemple. Par contre, le lidar est incapable de lire les panneaux de signalisation. D'ailleurs, même si la quasi-totalité des voitures autonomes sont aujourd'hui équipées de lidar, les Tesla n'en ont aucun. Elon Musk est même assez virulent sur le sujet. L'environnement routier actuel est dominé par le besoin en optique passive. Utiliser des optiques actives comme le lidar, incapable de lire les panneaux de signalisation, n'a aucun sens. C'est cher et cela va augmenter les coûts. Selon moi, c'est comme une béquille qui va offrir aux constructeurs un confort duquel ils ne pourront pas sortir. Peut-être que j'ai tort et qu'on va me prendre dans quelques années pour un idiot, mais je suis quasiment sûr de moi
Les lidars sont chers, moches et pas nécessaires. Donc voilà, à voir à qui l'avenir donne raison. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois toutes ces données récoltées, en comparant l'information de tous ces capteurs avec des cartes routières 3D déjà établies, le véhicule peut se localiser à quelques centimètres près, permettant de suivre un itinéraire, d'anticiper les prochains virages ou de connaître l'emplacement exact des feux rouges par exemple. Bref, une fois toutes ces informations brutes collectées, la voiture va les envoyer au cerveau de la voiture, à l'intelligence artificielle embarquée. L'IA va analyser en temps réel toutes ces données pour les fusionner et pour dire à la voiture quoi faire. Par exemple, ici la caméra et le lidar détectent une forme. L'IA reconnaît que c'est une apparence humaine. Elle va donc prendre la décision d'activer les freins pour stopper la voiture et pour laisser passer le piéton. Et tu t'imagines bien que pour qu'elle puisse prendre des décisions dans toutes les situations, il faut entraîner l'IA à tout un tas de trucs. On doit lui apprendre à reconnaître les panneaux, à différencier les voitures, les camions et les piétons, à agir correctement dans des situations précises, comme si par exemple une voiture s'arrête brutalement au milieu de l'autoroute. Bref, à quelque part, l'intelligence artificielle, elle aussi, doit passer son permis de conduire. Parce que si l'intelligence artificielle n'est pas assez entraînée, il pourrait se passer la même chose que ce qu'il s'est passé en 2008 avec Ellen Herzberg. Elle était en train de traverser la route avec son vélo, alors qu'une voiture autonome passait près de là. Le lidar l'a détecté, a envoyé toutes ses données à l'intelligence artificielle. Mais l'IA l'a considéré comme un faux positif. Un élément qui se trouve sur la trajectoire du véhicule, mais qui n'est dangereux ni pour les passagers, ni pour l'obstacle, donc rien qui ne nécessite une réaction de la part du véhicule. Sauf que là, clairement, oui, ça nécessitait une réaction de la part du véhicule. Mais l'IA s'est plantée et Ellen Herzberg est mort quelques heures plus tard à l'hôpital. Comme je l'ai dit avant, une voiture autonome ne prend pas réellement les décisions par elle-même. Elle a été conditionnée à prendre ses décisions par des chercheurs qui lui ont fourni des millions d'exemples et qui lui ont donné un certain niveau de sensibilité. Et dans ce cas précis, peut-être que si la voiture autonome avait été un peu plus ou un peu mieux entraînée, Ellen Herzberg ne serait pas morte. Quand une voiture autonome tue quelqu'un à cause d'erreurs logicielles, ce n'est pas réellement elle qui tue quelqu'un, ce sont ceux qui ont conçu le programme. Que l'on soit clair, un humain aurait été tout autant incapable de voir Hélène, et elle n'a absolument rien à foutre au beau milieu de la route, sur aucun passage piéton, en pleine nuit. Mais là n'est pas le problème. Si on veut des voitures autonomes, c'est pas pour faire les mêmes erreurs que ferait un humain. C'est pour faire beaucoup mieux que l'humain. Donc même si la voiture autonome n'a pas réellement tué Ellen Herzberg, elle ne l'a pas sauvée non plus. Cela dit, dans le futur et même déjà aujourd'hui, les voitures autonomes et semi-autonomes seront largement supérieures à l'humain. Pour dire, les autopilotes Tesla font environ 2 à 3 morts par milliard de kilomètres. Dire que les humains conduisent moins bien est un euphémisme. Par exemple, regarde cette vidéo. Alors t'inquiète pas, je vais te la remettre une deuxième fois. Et tu vas voir que l'autopilote de la Tesla détecte l'accident, bip et arrête la voiture avant même que n'importe quel humain ne puisse comprendre ce qu'il se passe. C'est ça la valeur ajoutée des voitures autonomes par rapport aux autres. Et aujourd'hui, pas demain. À terme, on parle d'1,25 million de personnes dont la vie pourrait être sauvée chaque année et 10 millions de personnes qui pourraient éviter d'être gravement blessées. La voiture autonome n'est même pas une question, c'est un impératif moral. Par contre, pour les accidents qui ne pourraient vraiment pas être évités, là, elle pose de sérieuses questions philosophiques. Par exemple, si tu n'as pas le choix entre tuer 2 vieilles dames et un petit garçon, que faudrait-il faire ? Et ben on parle de ça et bien d'autres questions morales dans cette vidéo. Donc t'as juste à cliquer ici si tu veux la voir.